Qu'est-ce que tu nous as apporté, mon chéri? Un chip parmentier. Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? La soupe aux choux, mon Blaise. Ça parfume jusqu'au trognon. J'ai bouffé 12 muffins et j'en voulais même pas un seul. Bonjour gourmet, bonjour gourmette, bienvenue dans Cinéphage, le podcast qui parle de nourriture et de cinéma. Aujourd'hui, comme toutes les autres émissions et les prochaines qui vont suivre, je suis Camille, ça change pas, et je suis accompagné de Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Camille. Bonjour Sarah, je suis avec toi aussi. Bonjour Camille, bonjour Antoine. Aujourd'hui, pour le nouvel épisode de cette nouvelle formule, qui est le deuxième, on va parler d'un film un peu méconnu du public, mais qui malheureusement fait l'actualité. C'était pas prévu à la base, parce que son réalisateur est décédé. À l'heure où on enregistre, il est décédé il y a un jour à peine. Il est décédé le 10 avril. Le 10 avril, donc voilà, faites vos calculs. Précis. Il y a 3 jours. Et donc, je vais laisser la parole à Antoine qui a suggéré ce film qui s'appelle Wake in Fright. Et nous entrons donc dans la partie apéro. C'est l'heure de l'apéri, c'est l'heure de l'apéri, c'est l'heure de l'apéritif. Et vous, Christian? Une citronnade, quoi? Non, un whisky, André, s'il te plaît, un whisky. Alors. Bah, en fait, Wake in Fright, alors c'est un film qui est devenu culte avec le temps. On va voir pourquoi il ne l'est pas devenu sur le moment. Et donc, c'est réalisé par Ted Kotcheff, qui est mort en effet il y a quelques jours. Et qui a été réalisé donc en 71, en tout cas qui est sorti en 71. C'est un film britannico-américano-australien. Tu nous en diras plus en fait Camille sur pourquoi il y a une multiculturalité dans la production des films australiens de cette époque, qui vient de l'Exploitation. Mais donc pour ce qui est du film, de quoi ça parle? En fait ça parle d'un homme, John Grant, qui est piégé dans une petite ville minière de l'Outback après avoir parié tout son argent et qui va sombrer dans l'alcoolisme jusqu'à tomber dans la folie. Dans l'Outback, pour un peu géographie australienne, l'Outback, c'est c'est tout l'endroit désertique, loin des frontières. C'est ce qu'ils appellent le cœur mort en Australie. Il y a une ville tous les 500 km à peu près. C'est très très sauvage, très aride. Ouais, c'est pour ça que l'Australie n'a des villes que sur ses côtes en fait, parce que sinon c'est tout simplement pas vivable. Et puis ensuite il y a toute une population aborigène qui vit en fait dans l'outback, qui est un peu laissée de côté, autant que les villes minières comme celle dans lesquelles se passe le film, parce que le film se passe dans une ville minière qui s'appelle Yaba. Enfin, c'est une abréviation, je crois qu'elle s'appelle Yaba machin, etc. Mais c'est le... Ouais, tu sens qu'il y a une réappropriation des citoyens qui disent in the Yaba. Ouais. Dans Yaba, en fait. Ouais. C'est comme s'ils parlaient d'une région, en fait, plus que d'une ville. Et donc ce film, en fait, qui est devenu culte, comme je l'ai dit avant, avec le temps, ne l'est pas devenu tout de suite. Malgré le fait qu'il a été sélectionné à Cannes, il n'empêche qu'il n'a pas eu de succès commercial. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a eu une très mauvaise communication autour du film. Et, pardon, tu voulais parler de... Non, termine ta partie, vas-y. Non, juste pour vous dire un des deux derniers points qui a fait le non-succès de ce film, c'est le scandale de la chasse aux kangourous. C'est dans cette scène, avis aux âmes sensibles avant de regarder ce film, il y a une scène de chasse où John Grant et d'autres personnages de la ville de Yaba vont aller chasser du kangourou après que John Grant se soit et vanté ses mérites au tir. Faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas encore une tuerie de masse, donc les armes étaient en libre service, c'était légal en Australie. Mais sauf que contrairement aux États-Unis, eux, la première fois qu'il y a eu un school shooting, ils ont tout interdit, quoi. Et donc, le lendemain, ils vont aller chasser le kangourou et ces scènes de chasse sont vraies. Donc, attention aux âmes sensibles, les scènes de chasse assez compliquées à supporter parce que très réelles. Et il y a des anecdotes assez horribles, notamment que cette scène de chasse était si réelle, si horrible à vivre, qu'elle a été en fait pour l'équipe du tournage, parce que les chasseurs
étaient vraiment heureux sur le plateau parce qu'ils étaient complètement torchés. Donc comme quoi le sujet du film était d'autant plus réel, notamment même sur les lieux du tournage. Et donc l'équipe technique a dû simuler des problèmes techniques pour couper la journée parce que ça les mettait trop mal à l'aise de voir des gens s'amuser bourrés à tuer des kangourous comme ça. Il y a d'ailleurs un message, un carton de fin à ce sujet-là. Où il y a eu justement des projections de tests qui ont choqué les gens, qui ont commencé à émerger en tant que protection animale. Donc ils ont dit les kangourous ont été tués, c'est des vrais kangourous, c'est pour ça que le film est très choquant là-dessus, mais par des professionnels. Donc c'est un moindre mal, mais ça reste quand même une tuerie de plusieurs kangourous. Ouais, et je crois que la fin du message, c'est... la scène a été laissée par souci de prévention. Bon, ça, je pense que c'est un peu... Ils ont essayé de raccrocher les wagons. Hein. Mais par souci de prévention vis-à-vis des kangourous qui sont de plus en plus... On a tué des kangourous pour le bien des kangourous. Ouais, voilà, c'est ça. Pour alerter la population sur la disparition des kangourous. Donc bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a une dernière chose, peut-être, à dire sur la perte du film. Oui, dis-moi la perte du film, vas-y. En fait, ce film, il a été, comme je vous l'ai dit, présenté à Cannes en 71, mais il n'est pas devenu culte tout de suite. Pourquoi ? Parce que les versions qu'on a eues à ce moment-là étaient trop mal en point pour faire un transfert au DVD. Et en fait, ça a été le travail durant plusieurs décennies, où en fait, en 2003, ils ont trouvé à Pittsburgh une version qui était marquée à détruire. Et ils ont récupéré la version qui était supposée à détruire. Et de 2003 à 2009, ils ont taffé dessus pour finalement sortir en 2009 le Blu-ray et le DVD qu'aujourd'hui tout le monde connaisse. Que j'ai acheté moi personnellement. Voilà. C'est ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui tout le monde le connaît en fait. C'est parce que on salue le travail des restaurateurs qui récemment ils ont fait ça avec Abel Gans, le Napoléon. Oui, Napoléon Abel Gans, c'est ça. Donc voilà, c'est un travail d'arrache-pied qui dure souvent des années et des années, qui est très très méticuleux. À méticuleux. partir des négatifs. Exactement, un travail d'historien et de cinéma en même temps, c'est très particulier et on les remercie. Et donc au final, voilà, pour un budget de $800,000, il en a fait 400,000 au box-office mondial. Ok. Ted Kotcheff, tu peux nous dire qui c'est et un petit hommage à cette personne, du coup, ce réalisateur qui est mort. Ouais, Ted Kotcheff, c'était quelqu'un d'assez particulier. En fait, je vais parler là du cinéaste, pas de la personne, parce qu'on n'est pas vraiment là pour ça. Il faut séparer l'homme de l'artiste. Exactement. Non, t'inquiète, j'étais vraiment... mes lunettes ont failli commencer à... Je t'ai mis un bâton dans les roues, mais littéralement. Là, tu nous as fait un beau soleil, là. Ouais, j'ai failli partir en drift non contrôlé, mais c'est pas grave. Ted Kotcheff. Alors, Ted Kotcheff, non, mais en réalité, moi, je vais plutôt parler du cinéaste parce que c'est quand même un cinéaste qui est très particulier et qui est compliqué à catégoriser. Parce qu'il a autant fait du film d'auteur de blockbuster et des comédies hyper connues, en tout cas aux États-Unis. Parmi ses films les plus connus, on a bien sûr Wake in Fright, qui est bien assez tôt dans sa filmographie, qui est son 4e film, je crois, 3e ou 4e film. Et qui, donc on pourrait se dire d'ailleurs, quand on fait un film d'auteur comme ça, qui ne marche pas au box-office, peut-être que sa carrière va se terminer, mais en fait pas du tout, puisque des années plus tard, il réalisera First Blood, donc Rambo 1, qui est un film d'auteur de blockbuster quand même. Qui est ultra engagé. Qui est très très engagé. Si vous ne... Ouais, on peut faire une petite parenthèse sur Rambo. Parenthèse, caméra, tout ça. Rambo, le premier, il est pas du tout comme la version qu'on croit connaître c'est pas ma guerre avec les gros bibis dans le Vietnam. C'est quelque chose qui est vraiment qui parle justement des vétérans du Vietnam qui reviennent aux États-Unis, qui sont laissés pour compte et qui était un vrai problème sociétal de l'époque. Et donc c'est ultra cynique, ultra politique pour l'époque, et c'est vraiment le seul qui est à part de tous les Rambo. Après, c'est vraiment, ça part dans un truc. Oui, ça devient des gros actionneurs, mais comme Rocky en fait. Comme Rocky, pour moi, ça a subi la même. Les deux, à la fois Rambo et Rocky, je les ai vus assez tardivement parce que justement j'étais persuadée que c'était des gros actionnaires des années 80, alors qu'en fait pas du tout. Rocky c'est un pur film d'auteur
un pur film d'auteur, c'est un prétexte, la boxe vraiment. Et pareil, Rambo, c'est quand même beaucoup plus action, mais c'est très finement réalisé. Il y a un vrai propos politique derrière. Enfin, vraiment, si vous voulez pas forcément regarder des gros actionneurs, regardez les premiers parce qu'ils sont pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment des films d'auteur où il y a de l'action qui est très passionnante à voir. Donc pour revenir à Ted Kotcheff. Justement, il a cette maestria de passer de Waking Fright, qui est quand même un film d'auteur engagé aussi, un peu flou. Un peu, il y a quand même un petit peu, bon, ça vient d'une nouvelle, tu nous en parleras peut-être un petit peu, juste après. Donc c'est quand même, mais il y a quand même un petit peu de mépris de classe dans le film, faut le dire, tu vois. Donc il y a un engagement politique contre l'alcoolisme qui est réel, et comme on a pu le voir aussi en France avec des livres, des romantiques, je crois que c'est La soupe aux choux. La soupe aux choux, grand film contre l'alcoolisme et contre les pétous. Le livre qui a été le livre français qui parle d'alcoolisme, écrit par les romantiques de Balzac peut-être, je sais plus. L'Assommoir. L'Assommoir, voilà, tu vois. Ouais. Donc il y a quand même ce côté, les auteurs qui se battent contre l'alcoolisme, il y a une tradition là-dedans presque. Donc il s'imbrique quand même dans une tradition internationale d'auteurs, et en même temps après il arrive à transformer sa volonté politique, sa passion artistique, enfin sa personnalité artistique à travers un film commercialement très rentable de First Blood. Et ensuite il arrive à faire Weekend at Bernie's. Et Weekend at Bernie's, donc, qui est une comédie noire d'un duo de jeunes qui veulent monter une compagnie d'assurance et qui trouvent le mec qui pourrait la financer mort. Et donc, ils vont s'amuser à animer le mort pour avoir un peu tout ce qu'ils veulent dans la vie. Et donc, on est face à quelqu'un qui peut autant faire du drame que de la comédie, du politique, de la déconnade. Et je pense que voilà, c'est quand même une grande personne qu'on perd en fait avec sa mort dans le cinéma. Je pense que plus largement, là, pour conclure un peu cet arc hommage, un peu biographie à Ted Kotcheff, c'est que c'est un peu ce genre de réalisateur qu'on connaît tous sans vraiment connaître, parce que Rambo, on a une image de ce personnage-là, on a d'autres films qu'il a réalisés qui sont plus discrets mais qui ont laissé une empreinte dans le cinéma, et c'est un personnage qu'on retient pas alors qu'il est présent et qui justement, comme tu dis, va nous manquer et qui mérite un petit hommage là à notre niveau bien sûr, mais qui était important à son niveau dans l'histoire du cinéma. Ouais, parce qu'il faut savoir que Weekend at Bernie's, c'est vraiment un film culte aux États-Unis qui est moins connu en France, mais qui est très souvent cité dans les séries américaines. Donc, moi, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. En fait, c'est dans la pop culture américaine. Tu veux pas me faire une petite question transition pour Losploitation ? Camille. Plus bas. Ah putain. Oh non, il s'est pété le cou. Oh, je me fais trop mal. Oh merde. Pour les auditeurs, Antoine vient de se faire une crampe tout seul à la nuque, mais comme un grand garçon. Oh merde. Camille. Antoine. Camille, sans-moi là, Camille. Camille. Tout à l'heure, je disais que Waking Fright faisait partie de ce mouvement de Losploitation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, qu'est-ce que c'est l'Exploitation? L'Exploitation, merci Antoine, c'est un courant de cinéma comme la Non-Exploitation, la Shark-Exploitation, la Black-Exploitation. C'est beaucoup de sous-genres de cinéma qui sont nommés comme ça et qui regroupent plein de films sous une étiquette particulière. L'exploitation, ça définit le courant de cinéma australien, ce qu'on pourrait catégoriser de nouvelle vague australienne dans leur cinéma à eux. D'accord, donc Oz comme Australia et Exploitation. Okay, Oz, c'est OZ. Ça s'écrit comme ça. C'est OZ. Donc tu vois, même l'orthographe du mot est assez particulière. Mais alors pourquoi ça vient, je pense que ça vient pas. du fait que les Australiens dans le monde anglo-saxon, on appelle ça les Aussies. Voilà, c'est peut-être ça. Parce que je sais pas d'où vient le terme, j'avoue, mais donc en fait, l'Ozploitation, ça peut être catégorisé de la nouvelle vague australienne, du cinéma australien, et c'est arrivé dans les années 70, donc quasiment on peut dire que Waking Fright est le premier film de l'Ozploitation, et ça a un peu disparu / mouru fin années 80, début 90, à peu près. C'est à peu près cette période-là.
Et en fait, c'est un courant de cinéma qui se détermine beaucoup par un très fort nationalisme, en fait, puisque, rapide histoire du cinéma d'Australie, l'Australie est une ancienne colonie britannique, et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, les Australiens n'avaient plus de films produits en Australie, réalisés par des Australiens. C'était une grande majorité de films britanniques et américains qui passaient au cinéma. Et donc, dans les années 60-65, ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas eu de film produit par des Australiens. On a eu une nouvelle vague de réalisateurs qui en avaient gros sur la patate et qui ont profité de certaines lois qui étaient très très arrangeantes sur les tournages pour lancer plein de projets différents, tous plus fous les uns que les autres, pour justement se démarquer de ces fameux colons en disant nous on est l'Australie et on va réaliser entre nous nos films pour les Australiens parce qu'on est barrés et on va se faire plaisir là-dessus. Donc ça va donner des films comme justement Turkey Shoot, qui est un film qui se passe sur un camp de prisonniers sur une île, et notamment sur le tournage, quand on regarde un petit peu les détails, ils ont vraiment utilisé des vraies balles sur le tournage. C'est-à-dire qu'on a plein de scènes de fusillade où il y a des gens qui se font tirer dessus et tu vois les impacts de balles sur les murs. Et t'es content. Oui, mais de toute façon, t'as ce truc de quand il y a un nouveau mouvement qui se lance, surtout dans les années 70, en fait, où les régulations n'étaient pas bonnes. Bon, on fait comme on peut, tu vois. Oui, c'est comme il me semble que le premier Mad Max, il y avait aussi des problèmes de tournage. C'est ça, le premier Mad Max, il arrive sur la fin de l'exploitation, et Mad Max, donc de George Miller, est un peu l'arbre qui cache la forêt quand on parle d'exploitation. C'est vraiment le plus évident dont on parle. On peut, pour un peu les plus cinéphiles, on peut parler aussi de Picnic à Hanging Rock, qui est un film à enquête mystérieux, qui est pas du tout foufou pour le coup, qui est très sobre, très baroque, mais là aussi ça fait partie du grand cinéma australien. Voilà, pour revenir un peu dans l'exploitation, tu vas voir donc Turkey Shoot, qui est vraiment un gros film d'exploitation où sur le tournage les acteurs disaient mais en fait on savait pas qu'on avait des vraies armes, donc en fait on tirait en mode c'est drôle, et donc c'est un miracle que personne n'est mort sur le tournage. On a des films comme Next of Kin qui va être catégorisé comme étant l'équivalent de Shining version australienne, qui est très bien. Razorback, on pourrait parler que de lui aussi, qui est un cochon qui tue des gens. Patrick, qui a inspiré la première partie de Kill Bill. C'est le monsieur qui est... c'est un gars dans le coma, qui est complètement tétraplégique et qui a des pouvoirs télépathiques pour tuer des gens. Et ça, Tarantino, il le revendique comme inspiration pour Kill Bill le début. Long Weekend, où la nature reprend littéralement ses droits, pardon. C'est Phénomène, version bien. De Night Shyamalan. C'est un couple d'Australiens qui justement va dans une réserve, tue toute la faune, et à un moment la faune se venge sur eux et les tue. On peut parler aussi d'un certain exemple où, quand je vous disais c'était beaucoup nationaliste, on a un film qui s'appelle Road Game, qui a été tourné avec Jamie Lee Curtis, donc, qui sortait de Halloween, donc star internationale, qui est américaine, qui a été tourné justement en Australie, qui raconte une histoire d'autostoppeuse qui est pris en stop par un camionneur, et ce camionneur il a des tendances un peu serial killer, donc ça va être une espèce de combat comme ça sur la route. Et Jamie Lee Curtis s'est confiée en disant que quand elle arrivait au bout du monde en Australie, elle se sentait ultra mal par rapport à l'équipe, parce qu'il y avait ce très gros sentiment de tu es une américaine qui va tourner un film en Australie, et donc tu voles un rôle à une autre actrice australienne. Et toute l'équipe était un peu dans ce sentiment-là, donc ils étaient gentils, hein. Ils l'ont pas tabassé ni rien, mais elle avait ce sentiment de je suis pas à ma place et j'ai volé le travail de quelqu'un d'autre. Parce que c'était un peu ça à l'époque, on tourne des films pas pour les Américains, on tourne des films pour nous, très barrés. Et en fait, moi, quand j'ai découvert ce genre d'exploitation, c'était il y a 4-5 ans. Et l'exploitation, jusqu'à très 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 peu de temps, c'était introuvable sur les plateformes de streaming, en physique aussi. C'était connu. On avait une liste de films, mais ils étaient introuvables. Il y avait personne qui en vendait. Il y avait très 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 peu d'accès à ça. Et depuis... Après Covid, il y a tout d'un coup des rééditions de Razorback, de Patrick et tout qui sont arrivées dans les Fnac, et ça a donné vraiment une ouverture là-dessus. Et du coup, moi j'ai découvert ça à l'époque un peu par les moyens du bord. Le Turkey Shoot, j'ai découvert en MP4 dégueulasse dans un coin. Et donc maintenant c'est beaucoup plus accessible. Ces films, je vous encourage à les regarder, ils sont tous intéressants. Il y en a d'autres qui existent, et il y a un documentaire moi qui m'a permis d'en apprendre beaucoup plus là-dessus, qui s'appelle Not Quiet Hollywood, qui est un très bon documentaire là-dessus, qui revient sur l'origine de ce mouvement, qui est commenté majoritairement par Tarantino. Ils ont fait beaucoup de pubs sur le documentaire grâce à ça, mais Tarantino il est un peu
dispensable. Ce qui est intéressant, c'est tous les interviews des gens qui témoignent des tournages et tout ça. Ouais, c'est une bonne porte d'entrée, Tarantino. C'est une très bonne porte d'entrée. En fait, c'est un très bon documentaire qui te dit un peu d'historique et qui te fait un gros catalogue dont moi je m'en suis servi et qui vous donne un peu des idées sur quoi regarder sur les plateformes et tout ça. Passé un temps, on avait Shadows qui faisait vraiment toute une rétrospective sur les films d'exploitation. Et c'est super bien parce que, comme je vous ai dit, pendant super longtemps, c'était pas trouvable. Long Weekend, pendant super longtemps, il n'y avait plus d'édition qui existait de quoi que ce soit. Et donc, je termine avec la fin un peu du mouvement. Le mouvement, forcément, il a son heure de gloire dans les années 70 et très rapidement, en fait, il va s'essouffler dans les années 80 parce qu'il va y avoir des nouvelles lois qui vont passer qui, pour la faire courte, vont donner des rendements extrêmement sûrs et très gros sur les films. Donc ça va faire que beaucoup de gens vont vouloir investir dans un film pour faire des capitaux, pour faire faire stonks littéralement. Donc ça va faire quoi ? Ça va faire beaucoup de productions de films, donc beaucoup de films qui sont mal accompagnés parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, et certains qui arrivent en salle sans jamais avoir été diffusés ou vus par un prod et ils vont échouer autour d'une étagère. Next of Kin, pendant 5 ou 6 ans, il a échoué autour d'une étagère parce qu'on l'avait fait comme ça à la Zob et il n'a pas été distribué. Parce qu'on se disait, en fait, il y a trop de films au cinéma, on en a marre. Et le mouvement va mourir avec l'arrivée du réseau câblé dans le monde entier, puisque là, cette fois-ci, on va avoir des productions. Comme il y a eu beaucoup d'échecs à cause de cet embouteillage-là, on va revenir à des choses plus certaines où on veut les vendre au monde entier pour que ça passe dans des canaux à la fois britanniques et américains. Donc on va perdre cette identité australienne qu'on revendiquait avant, de foufou, de complètement starbé, et ça va devenir quelque chose de plutôt mainstream. Donc il y a encore aujourd'hui des résurgences du mouvement exploitation, comme Mad Max Fury Road, comme Love Hunters, des choses comme ça, des petits réalisateurs australiens très revendiqués. Mais c'est plus du tout le mouvement. Non. Ok, merci pour cet historique de l'exploitation. Suite à... On en a terminé avec cette assez dodue intro, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On va passer maintenant à la suite. On va passer aux avis culinaires. Nous sommes à présent dans les avis culinaires. On va commencer par Antoine. Écoute, moi, ma métaphore culinaire sur ce film, en fait, ce serait un pot de lasagne sous canicule. Yes. Parce que, auditrice, auditeur, je vous demande de faire un effort vous êtes sous canicule. On va dire que vous êtes dans la Outback, carrément. Allez hop, vous êtes dans la région aride, il n'y a que du sable. Vous... et un pot de lasagne. Et 40 degrés à l'ombre. Ouais. 40 degrés à l'ombre, votre pot de lasagne. Et en fait, vous plongez votre cuillère, votre fourchette dans le pot de lasagne et vous mangez les premières couches et vous vous rendez compte que c'est excellent, mais que vous êtes en train de mourir, en fait. Et là, vous remettez votre regard, comme ça, vous redescendez votre regard sur le pot et vous vous rendez compte qu'il y a encore 3 autres couches à diguer, en fait, à creuser sous ce pot de lasagne. Et vous finissez par mourir en fait de chaleur, par mourir de canicule parce que vous avez fini le pot, tout simplement, parce que même si ça sent fort, même s'il y a beaucoup trop de sauce, même si ça dégouline, même si il fait trop chaud, c'est trop bon, quoi. Et on ne peut pas s'empêcher de finir ce pot de lasagne dans la douleur. Ok. Oui, ça passe dans la douleur, la dégustation de ce film comme du pot de lasagne. Mais c'est tellement bon que tu peux pas t'arrêter, quoi. Sarah ? Ok. Alors, je sais pas si vous connaissez ce plat belge qui s'appelle le Welsh. Donc pas Welsh du Pays de Galles, mais Welsh W-E-L-S-H, un plat belge. J'en ai entendu parler par mon pote et par mon frère, mais vas-y. Alors, du coup, le Welsh, donc c'est un plat donc belge, si je ne me trompe pas, où on a du pain trempé dans la bière, une épaisse tranche de jambon, de la moutarde, du fromage et un œuf par-dessus. Yeah. Donc, mais c'est de la cuisine. Mais c'est de la cuisine ou c'est la poubelle? Je ne comprends pas. Non, mais alors, pour le coup, pour en avoir déjà goûté, moi j'avais goûté une version végétarienne, du coup, parce que c'était quand j'étais déjà végétarienne. C'est très bon. C'est vraiment très bon. Mais voilà, c'est au bout d'un moment, ça
Bah déjà c'est imbibé de bière, donc on a vraiment l'impression. Ça a l'air dégueulasse. Non mais trop pas. Les photos ont l'air horribles. Mais Arrête. attends, mais arrête. Mais on dirait, tu sais, genre compilation des bouffes américaines. Est-ce que vous les mangeriez, tu vois? Genre, tu vois, quand c'est juste un pot de cheddar, tu vois. Bah, je pense qu'on mettra pour la vidéo une image et sinon, bah, pour le podcast, on va se faire Alors, foutre. une image sans l'œuf au plat, parce que là, l'œuf au plat, il cache le truc dégueulasse. Mais c'est juste quand tu vois un truc gratiné, quoi. Je sais pas. Bon, du coup. Bref. Bon, avant que Antoine nous fasse chier comme d'habitude. Donc, oui, c'est moi. Le Welsh, c'est très bon. Alors, comme c'est vraiment imbibé de bière, donc il y a le bon goût de la bière, ça c'est clair, mais on a vraiment l'impression de se bourrer la gueule et de se bourrer tout court parce que c'est très, très, très remplissant. Parce qu'il y a du fromage, parce qu'il y a, pour les viandards, il y a un bon gros morceau de jambon, il y a l'œuf, il y a la moutarde, enfin c'est très dense, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment très bon, mais c'est une épreuve et c'est plusieurs couches. Et pour moi, c'est à l'image de ce film, quoi. C'est très bon, mais c'est très beau. Enfin, comment dire, c'est très dur d'aller jusqu'au bout. C'est toute une expérience, quoi. Et voilà, c'est un mélange. Bon, là, je fais un mélange de culture parce que je prends un truc belge et puis c'est un film australien. Mais bref, voilà. On s'en fout. Ça renvoie, un peu au multiculturalisme de multiculturalisme de Alpotécha. Voilà. Donc, je recommande le Welsh, hein, c'est très bon. Mais pour moi, en petite quantité, parce que c'est quand même assez éprouvant. Et voilà. Métaphore culinaire, Camille. J'avoue, Camille, allez. Mon avis culinaire, pour le coup, ça va être des endives au jambon. Voilà. Les endives au jambon, c'est un plat qui est d'apparence assez cool. Le jambon. Pardon. Plus cool que la langue française. Hein. Le jambon, miam. Tu veux quoi? Tu veux qu'on se batte? Tu t'en bats pour te faire taper dessus. Mais non, mais c'est marqué sur mes notes. Mais pourquoi c'est marqué sur tes notes? Parce que c'est bon le jambon, bordel de merde. Mais oui, mais je parle aussi à une végétarienne et à un mec qui n'achète pas de jambon parce qu'il aime pas ça. Bah mais... si. Ouais, bah alors merde. Mais du coup, c'est bon, tu vois. De principe, moi quand je vois du jambon dans une assiette, je me dis ok, ça va, c'est pas mal, ça va être bon. Mais le problème, ça, c'est souvenir d'enfance au goût. Quand tu goûtes des endives au jambon, c'est extrêmement amer. C'est dans son jus, c'est chaud, c'est l'amertume dans un plat. Ouais, surtout quand c'est cuit, les endives. C'est ça, exactement. Et c'est extrêmement dur à avaler. Donc même ton jambon, moi j'appelais ça, il était contaminé. Quand je disais à ma mère, je disais mais putain, il a perdu tout son lore. Donc ce plat d'endives au jambon, comme le film Waking Frags, c'est quelque chose qui est extrêmement amer, très très dur à avaler, mais au final, c'est bon pour la santé, comme le message du film, et ça fait du bien. C'est quelque chose, si tu passes un mauvais moment à le regarder, ça recèle plein de bonnes choses très importantes, mais il faut passer par une amertume très forte en bouche et au regard, parce que c'est un film qui demande un certain recul, mais qui au final est extrêmement important, je pense, qui est bon pour la santé. C'est quand t'es petit, tu détestes ça. Plus tard, tu te dis, en fait, je vois les bienfaits derrière. Comme une salade d'endives aussi, c'est pareil. C'est bon pour la santé. Voilà. Très pertinent comme métaphore. Non, merci beaucoup. Voilà. Le jambon, c'est bon. Le jambion. Le jambion, c'est bon. Miam. On va passer à peut-être la partie qui va être coupée ou pas, on verra, qui va être la dégustation du produit phare. Donc j'ai trouvé de la bière avec des houblons australiens. Donc on va déguster ça pour se mettre au plus proche de l'expérience du film, sans s'en mettre la cartouche non plus, quoi. Mais ça reste une sacrée cartouche. Donc avant tout, on consomme de l'alcool, c'est pas une raison pour en boire à tous les points de vue. On va vraiment le faire avec modération. C'est avec modération, c'est à consommer dans un cadre adulte et consentant. N'en abusez pas, on est entre adultes. Dégustez-en si vous voulez, mais toujours dans le respect de chacun. Ceci étant dit, Antoine, tu nous mets la petite mousse. La prévention à métier. Alors, à consommer avec modération. C'est moi qui sers parce que le service, ça va être ma partie. Service de la bière doit se faire. Tu sors
Sarah, elle Ouais, va boire alors dans moi quoi, je vais en me fait faire foutre. mais moi, Tu te sers pas les femmes? Mais moi, je vais Non. jamais les Le vergondés service- qui boivent de la bière. Le service de l'alcool et notamment de la bière doit se servir frais, pas glacé non plus. Et là, comme vous voyez, on a mis les bières au frigo et aussi les verres pour qu'il y ait le moins de mousse possible. Je l'expliquerai après. Donc ça, c'est ma partie. Sarah, tiens, Merci. prends ton petit glou. Et donc c'est bien d'incliner son verre pour éviter le contact avec la mousse aussi. En canette, c'est pas ce que je vous recommande à boire, c'est un peu chiant la conservation, mais bon, là on fait avec. Donc de ce que m'a dit le vendeur, ce houblon néo-zélandais est censé être plutôt acide, un petit peu fruité. Ah, ça sent comme l'IPA. Ouais, mais c'est pas de l'IPA pour le coup. Bon là, faut la finir. On fait pas de reste. T'en as pas pris beaucoup, toi. Bah, c'est parce qu'il Non, aime mais pas la bière. on sait déjà où ça va finir en fait si j'en bois. Mais il aime pas la bière. Mais tiens, Ouais, bah, je vais en mets-toi, prendre un rince-toi et petit si tu veux, moi je termine. Donc voilà, donc c'est une bière qui vient d'assez loin, qui est une pale ale, donc qui est assez fraîche, qui n'est pas strong, qui n'est pas forte. On est à 4,5, donc on est largement sur une bière quasiment blanche, hein, on pourrait dire. La pale ale, ça frôle ça. Et dégustons. Hein, voilà. Voyons un peu à quoi il se purgeait dans Waking Fright. Santé. 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 Voilà. Santé. Allez. Santé auditrice, auditeur. J'attendais qu'il allait le faire. C'est pas bon. Ah si, moi j'aime bien. Je la trouve un peu trop. Vous mentez à amère. vous-même. Alors, donc Antoine, il n'aime pas la bière de base, ok. Ça oui, va, mais personne n'aime la rapidement. bière. Moi j'aime bien la bière blanche, l'IPA et tout, donc j'aime bien. Je la trouve un peu trop amère, mais moi j'aime bien les côtés un peu agrumes de la bière. Tu vas adorer. Oh putain, la mousse, là, t'as fait un tuage, là. T'as fait une tuerie. Ah bah oui, c'est ça qui va la rendre mauvaise. C'est putain, il suffisait de ça. Mais non, mais alors, bon, Sarah a parlé. Non, pardon. Antoine aussi. Antoine a théorie. Moi, je vais conclure. Je la trouve bonne, elle est bien fraîche. Un petit peu acide, c'est sympa. Un tout petit amertume, mais très très légère. Vraiment. Légère. Vous trouvez que l'amertume, elle est légère? Amère, là, quand même, Ah, hein. pour le coup, moi j'ai bu des IPA qui étaient beaucoup plus en fin de gorgée, beaucoup plus forcées. Alors, Ah, il y a il y a Antoine. notre sondier arrive, il a entendu l'appel de la bière. Notre sondier Thomas Ce qui n'est veut pas une goûter la blague, mesdames et bibine. messieurs, ce n'est pas un happening préparé. Bah tiens, Allez, viens à la caméra. Donne ton avis dans le micro. Voilà. Bon, les sondiers, c'est des experts en bière, hein, donc... Voilà, donc il a dit elle est bonne, voilà, tout simplement. Elle est bonne. Bon, elle est bonne. Après, C'est de la bière, quoi. Il a quand même fait... Ah ouais. Elle fait du bien. Elle fait Ça du fait bien. du bien. Ça Vous fait trouvez du bien par que où ça ça fait passe. du bien, la bière? Mais oui, mais alors on va pas rentrer dans le débat. Tu me laisses terminer en dégustation, s'il te plaît, merci. Sinon, je te sors tu la termines. Hein. T'as pas de le termine. Ah, tu la termines devant tout le monde. Hein. Bref. Et tu fumes. Par contre, tu termines ce paquet de cigarettes. Hein, et c'est bon. Hein. petit point négatif, je dirais, c'est pour de la bière néo-zélandaise, houblon, tout ça. Bah, je trouve que ça change pas vraiment de certaines bières blanches ou un peu pale ale qu'on a trouvé en France ou en Belgique. Donc là, mon avis, c'est si vous voulez payer pour avoir de la bière qui vient de super loin, celle-ci, je dirais, elle vaut pas forcément le détour. Il y a des bières que j'ai trouvées qui sont belges, qui s'appellent par exemple la Jungle Joy, qui est beaucoup plus forte en agrumes et en fruits tropicaux, mais qui est ultra bonne et qui vient de Belgique. Donc là, celle-ci, bonne, mais pas non plus. Mais en fait, c'est des goûts vraiment classiques, quoi, par rapport à ce qu'on a déjà. Enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà goûté. Tiens, tu me la mets au frigo, celle-là, s'il te plaît. Je touche pas. Je me lève, je vais pas faire que de poser la bière. Hein. Oui, alors. Alors, cette bière, elle est un peu IPA en fait. Parce que. J'avoue, les lunettes, ça donne envie de te donner des baffes. Parce que. Parce qu'en fait, je fais exactement ce que les gens font quand tu te branles devant du vin, en fait, mais il y a pas de problème. Mais le vin, toi, devant tes films, t'es pareil. Hein. Mais en fait, le vin, il y a une histoire, il y a une passion, il y a une. Et la bière, non. Bah, la bière, en fait. Mais t'es classiste, en fait. Il est écrit. Classiste. Dis ça à la villageoise. Il est temps, à présent, de passer aux plats principaux. Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Donc, moi, je vais vous parler. On va commencer un peu de manière sérieuse et puis vous allez voir, le ton va s'adoucir un peu
au fur et à mesure de nos parties. Non, mais il faut commencer par là. Hein, il faut commencer. Ça parle d'alcoolisme. C'est le sujet du film. C'est un sujet qui est quand même grave, qui pardon. touche beaucoup de gens. Et... Ouais. Juste petit aparté, voilà. Ici maintenant, vous êtes en partie spoiler pour certains qui nous rejoignent. Là, on vous encourage vivement, je pense, tous ici à regarder le film. Là, on va décortiquer vraiment en profondeur le film, donc on va spoiler en long, en large, en travers. Merci. Donc, regardez-le, arrêtez le podcast maintenant, et si vous voulez avoir un peu de surprise par rapport au visionnage, et on se retrouve après si vous voulez. Voilà. Excusez-moi, Sarah, pour le coupage. Mais je vous en prie, Camille. Donc, tu peux y aller. Tu peux y aller. Top, tu dois pas roter, toi, ça va? Mais moi, je subis. Hein. Moi, vraiment, Oui, bien sûr. Bon, du coup, moi, je vais vous parler de l'alcoolisme, des causes et des conséquences de l'alcool, de ce que c'est que l'alcoolisme. Et je vais vous parler ensuite un peu du cas de l'Australie. Donc, pour faire un petit rappel, en fait, l'alcoolisme, qu'est-ce que c'est? C'est une addiction à l'éthanol contenu dans les boissons alcoolisées. Donc, c'est reconnu depuis 1978 par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, comme une maladie. Et, encore des woke. Hein. Ouais. Non, mais ouais, je vais vous donner une anecdote après. Let's go. Restez jusqu'à la fin. Donc, c'est reconnu depuis 1978 par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, comme une maladie. Et elle le définit comme des troubles mentaux et des troubles du comportement. Voilà, donc c'est une maladie mentale qui cause des troubles du comportement qui sont liés à l'ingestion fréquente d'alcool, donc d'éthanol. Souvent, l'alcoolisme s'accompagne d'une dépendance physique et psychique. Donc par exemple, le sevrage, le fait de trembler des mains, ça peut se caractériser comme ça. Donc une dépendance physique et psychique et une tolérance, c'est-à-dire qu'on a besoin de régulièrement augmenter les doses. Donc ce qui fait que depuis très longtemps, il y a ce débat comme quoi est-ce que l'alcool, ça doit être considéré comme une drogue. Il y a beaucoup de gens qui le pensent, des organisations qui estiment que vu les ravages que ça fait, ça devrait l'être. Et en même temps, ça fait tellement partie des cultures et de la gastronomie de plein de pays différents que voilà, c'est très difficile de considérer ça comme une drogue, surtout que ça ferait que... Enfin, on a vu, par exemple, avec aux États-Unis, dans les années 20, la prohibition. Merci. La prohibition a fait des ravages. C'était une période extrêmement compliquée. Ça a créé plein de problèmes. Le grand banditisme en est ressorti. Enfin, voilà. Donc, le fait d'interdire l'alcool, de le rendre illégal, c'est pas forcément une bonne solution. Voilà. Après, le fait de le considérer comme une drogue, de considérer que les gens qui sont alcooliques sont vraiment des addicts et vraiment des toxicos, parce que c'est très négatif comme qui doivent être vraiment des malades, des personnes victimes un peu. Ouais, c'est ça, des victimes. Ça, c'est de plus en plus le cas. Ouais. On en parle de plus en plus ces derniers temps, mais c'est quand même pas au niveau des gens qui sont addicts à la drogue, par exemple. Il y a quand même pas la même relation encore. Et voilà, malheureusement, il n'y a pas encore eu tout le trajet intellectuel sur la répression par rapport à l'alcool et par rapport à la drogue. C'est-à-dire qu'on fait encore des places nettes sur la drogue dans certains quartiers qui servent à rien et qui au final ne font rien au grand banditisme qui est lié à la drogue, alors que l'alcool, on a des lobbies de l'alcool qui sont très importants et qui notamment font du gros lobbying sur les politiques français. C'est ça, surtout à droite. Je fais un tout petit appel, pareil, petite pub interne, encore à cet épisode super bourré, qui est le deuxième épisode de Cinéphage, qui revient sur ce côté, ce rapport de l'alcool et du ce rapport de la commercialisation de l'alcool en France, qui est très particulière, très sociologique, et qui est quelque chose, voilà, comme tu dis, qui est très propre à chaque pays. Aux États-Unis, il y a eu la prohibition. En France, il y a eu d'autres façons de le faire. Et c'est quelque chose qui maintenant, si on interdit l'alcool dans un pays, notamment en France, c'est pas possible parce que c'est trop intégré dans les mœurs sociaux et culturels. Et c'est pour ça que c'est un statut à part que de la cocaïne, de l'héroïne ou ne serait-ce que de la bœuf. Oui. Donc, dans les pays qui souffrent le plus du problème de l'alcoolisme, on a notamment en tête la République tchèque et la Bulgarie. En fait, c'est beaucoup de pays d'Europe. Il y a également la Biélorussie qui se classe souvent en premier. D'alcoolisme. Ouais.
Ok. Ouais. Problème d'alcoolisme. Et alors, les chiffres sont vraiment à prendre avec des pincettes parce que ça dépend. Alors, soit tu as des chiffres qui parlent de la consommation d'alcool par habitant en une année, soit qui parlent de des problèmes liés à l'alcool, soit il y en a qui parlent de dépendance. Donc il y a plein de critères qui sont très différents. Je vais pas utiliser trop de chiffres parce que c'est se plonger dans des c'est des tunnels. Ah non mais c'est un tunnel de statistiques. Ça doit être un enfer. Donc c'est des sondages. Les sondages, ça à prendre avec des pincettes aussi. Ouais. Voilà. Donc je vais vous donner un ordre de grandeur. Celui du litre d'alcool pur consommé par habitant au-dessus de 15 ans, et on va prendre une année 2016. Donc alcool pur, on est d'accord, c'est 100% dans un breuvage, et donc ça veut dire alcool pur, c'est pas 4,5%. Non, pour moi, c'est... Donc alcool pur, ça implique ça doit être une moyenne, parce que là, par exemple, là, 1 litre de bière à 4,5% n'équivaut pas à 1 litre d'alcool 100%. Non, voilà, exactement. Mais donc voilà, dans le classement des pays, c'est vraiment par exemple, à peu près les 10 premiers, c'est des pays européens. Donc c'est vraiment un problème européen avant tout. Europe de l'Est, du coup. Ouais, européen et plutôt Europe de l'Est, ouais. Et le seul pays non européen ensuite, c'est la Corée du Sud, et ensuite vient l'Australie. Donc comme prochain pays non européen, je veux dire, dans le classement. Okay. Pour vous donner un autre chiffre, par exemple, un qui m'a marqué, parce qu'il y en a beaucoup qui sont, quand on vous dit il y a, je sais pas, 14 millions de je sais pas quoi qui boivent, c'est très impersonnel, moi c'est des chiffres qui me parlent pas beaucoup, mais un qui m'a parlé, c'est le fait qu'en France, 10 à 20% des accidents du travail peuvent être imputés à l'alcool, ce que je trouve énorme quand même. Voilà, donc ça c'est un chiffre qui m'a parlé. Donc je vais vous parler un petit peu des facteurs qui causent l'alcoolisme. Donc, il peut y avoir des facteurs biologiques déjà, une prédisposition génétique, c'est-à-dire une vulnérabilité héréditaire de par les membres de sa famille. Une personnalité addictive. Oui, ça c'est encore autre chose. Ça peut être la personnalité de tes parents qui est héréditaire ou ta propre personnalité qui fait que tu es plus susceptible de tomber dans une dépendance. Voilà, il y a des facteurs psychologiques qui eux aussi peuvent être héréditaires. Maintenant, on voit de plus en plus les liens de maladies mentales de transmission entre les parents et les enfants. Désolé. Donc, mais voilà. Voilà. Ça tombe mal. C'est dans le podcast. Hein. C'est le petit rototo, c'est tout. Et dans les facteurs psychologiques, donc là qui sont à la fois qui peuvent être personnels, mais qui peuvent aussi être de l'ordre de limitation. Aux parents, il y a donc l'anxiété, le stress, la dépression, voilà, assez classique. On est plus susceptible de tomber dans la dépendance si on est quelqu'un d'anxieux, de stressé ou qu'on a une prédisposition à la dépression. Ça peut être une forme d'automédication pour se soulager de problèmes émotionnels et de problèmes physiques d'ailleurs, parce qu'il y a ça, comment dire, ça désinhibe. Oui, alors ça désinhibe, ça c'est autre chose, mais ça anesthésie en fait. Oui, l'alcool, c'est beaucoup. Et puis il y a toujours ce truc de cette image qui est dans la culture populaire de le mec qui va passer sur le billard, aller prendre une gorgée de. Exactement. Ça fait effet, hein, c'est vraiment. Mais même quand tu pars au combat, pour les poilus, c'est tout un. Quand tu n'avais pas accès à la médecine, forcément. Ça te donne du courage, c'est ça. Voilà. Parce que tu es un peu shooté et du coup, ça te désinhibe sur plein de points et les poilus pendant la Première Guerre mondiale buvaient du vin. Et ils prenaient un bon shot de chartreuse avant d'aller au combat aussi. Et la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des expérimentations sur la drogue, c'est un autre sujet. Mais voilà. Les amphétamines, à chaque guerre, sa drogue, quoi, on va dire. C'est un peu ça, ouais. Mais voilà, la Première Guerre mondiale, c'était notamment le vin. Aussi parce qu'on buvait très peu d'eau. Justement, l'anecdote que je voulais vous donner, c'était que c'est seulement en 1954 qu'on a arrêté de donner du vin aux enfants à la cantine. Wow. Voilà. Et qu'on l'a remplacé par du lait sucré. Et d'ailleurs, les gens se sont moqués à l'époque. Mais attends, mais du coup ça veut dire, est-ce que c'était au moins du vin coupé à l'eau? Oui. C'était de l'eau aromatisée au vin, mais bon, ça restait quand même de l'alcool. Ça restait un taux d'alcool qui pour eux était genre comme se prendre une 8-6 quoi. Ça reste quand même pas rien quoi. Bon, surtout pour les enfants où c'est très dangereux. Ça te détruit les cellules du cerveau alors que t'es censé être en développement quoi. Donc je continue sur les facteurs psychologiques. Il y a aussi la faible estime de soi qui peut jouer un rôle parce que forcément l'alcool désinhibe, donc on a plus confiance en soi quand on est sous l'effet de l'alcool. Bien sûr, des traumatismes non résolus, ça c'est forcément c'est forcément lié, une enfance difficile, un abus, un deuil, ça voilà, ça c'est vrai pour toutes les dépendances, bien sûr. C'est logique.
Donc on a également des facteurs sociaux et culturels, par exemple la pression sociale. C'est vrai que c'est une pression qui est moindre, hein, bien sûr, on parle Mais pas qui est de réelle. voilà, mais qui est réelle. Le fait que quand on est dans un contexte social, on le voit beaucoup rien qu'en France, hein, c'est genre ah bah tu bois pas, oh bah alors c'est bon, alors t'es devenu mais comme Artus même qui est passé chez Léa Salamé, qui a dit qu'il avait arrêté l'alcool, et vraiment elle s'est foutue parce que c'est Léa Salamé aussi, mais elle s'est foutue de sa gueule en mode donc vous avez arrêté d'être drôle en fait, et lui il était en mode mais c'est quoi le rapport en fait ouais, vous êtes devenu chiant, exactement. Donc il y a quand même, on le voit à travers ça, il y a quand même une forme de pression sociale. C'est si tu bois pas, t'es pas drôle, quoi, en mais gros. ne serait-ce que pour quand t'es lycéen, où c'est un peu le passage, c'est le passage à du l'âge feu, adulte c'est aussi, prendre ta première cuite. Quoi, ta première cuite, tu l'as pris qu'à 16 ans, quoi. Ouais, t'es nul. Ah ouais, putain, tu veux pas une bière? Putain, c'est chiant, mec. Ah ouais, tu franchement, bois tu bois que de la bière. C'est quoi? Tu tiens pas l'alcool? Ah putain, c'est l'espèce de grosse merde. Et puis on oublie, et puis on te redemande à chaque fois, est-ce que tu fais une bière, quoi? Ah putain, t'es... Ouais, ça arrive même au meilleur, tu sais. Mais donc voilà, il y a une forme de pression sociale, voire de valorisation de l'alcool. Par exemple, en France, on a l'exemple du vin. C'est bien vu de s'y connaître en vin, c'est bien vu alors que se connaître en bière, regarde là quand je me fais un. Hein? C'est vrai. c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des cours en vin, d'œnologie et c'est encore très peu répandu, les cours de dégustation de bière. Oh, je pensais que t'allais trouver un mot. Vas-y, invente un mot. Ben, biérologie. Oh, vous êtes nuls. Ou blonologie, je sais pas. Des fois, il suffit juste d'être bon, tu vois. C'est simple. Pas comme la bière. Je peux reprendre, s'il vous plaît. On peut pas faire sa chronique. Non, vraiment, je me fais interrompre toutes les 2 secondes. Voilà, donc une forme de pression sociale ou de normes culturelles, mais il y a aussi l'environnement familial. Bien sûr, si on grandit dans une famille où l'alcool est omniprésent ou banalisé, parce que c'est aussi ça, c'est si les parents boivent, on est tes parents boivent, qu'est-ce qu'ils peuvent te dire si tu fais tes premières cuites au collège ou au lycée? C'est voilà, donc c'est une forme de mais elles seront en off, celles-ci, ouais, je pense. Voilà, donc comme la cigarette, hein, si les parents fument, les enfants sont d'autant plus susceptibles de fumer, même si c'est un autre sujet. Et bien sûr, l'isolement social qui est directement en rapport avec notre film, le manque de soutien affectif. Voilà, l'isolement social, c'est vraiment ce dont traite Waking Fight. Enfin, paradoxalement, parce que justement, c'est en étant avec d'autres gens que le personnage se tombe dans cette dépendance. Mais parce que c'est un moyen de sociabiliser, mais c'est aussi parce qu'on se sent seul qu'on consomme en faisant des raccourcis. C'est culturel et surtout tu as des publicités qui t'encouragent à ça. Exactement. Ça s'est aggravé avec le temps parce que quand j'étais petit, il me semblait que les pubs pour l'alcool c'était interdit. Il y a eu un moment dans ma tête où vraiment à la télé, par exemple, ou sur internet, je voyais pas de pub d'alcool. Sur internet peut-être, mais après c'est ça c'est un truc aussi, ça pourrait être un... J'ai quand même un gros souvenir de aller en Belgique et de voir des pubs d'alcool à la télé, beaucoup de pubs d'alcool à la télé. J'avoue, je saurais pas trop te dire comme ça, parce que je sais que moi, pour le coup, il y a un gros parallèle qu'on pourrait faire pendant tout un podcast aussi sur la façon dont l'État français traite la commercialisation du tabac et celle de l'alcool, où il y a eu un vrai choix on dissuade les gens d'acheter l'autre et on entretient la culture de petit pastaga et tout, fier d'être français, tu vois, pastis born in Marseille, tu vois, c'est regarde, t'es Marseillais, pastaga quoi. Ouais, c'est une fierté. C'est tout un truc. Donc c'est très intéressant aussi à analyser en profondeur ce rapport que certains pays ont à dire on va encourager la culture la consommation d'une chose alors que toutes les deux sont nocives pour la santé de manière plus ou moins égale. Okay. Et concernant les conséquences, je vais pas toutes vous les lister, mais évidemment il y a beaucoup de risques sur la santé physique, donc d'abîmer ses organes, merci. De la perte de mémoire aussi. Voilà, de la perte de mémoire, du trouble du sommeil. Donc les conséquences psychologiques, bien sûr, c'est justement c'est les personnes anxieuses ou stressées ou dépressives qui en consomment, mais ça peut augmenter justement cette dépression et cette anxiété. Alors, dans les cas les plus graves, ça peut être des hallucinations. Heureusement qu'il y a la mauvaise coordination des mains. Ça détruit un homme. Hein. Ou une femme. Tous égaux devant l'alcool. ou ce dont je vous parlais tout à l'heure, le syndrome du sevrage sévère, donc on peut avoir des tremblements.
Bien sûr, il y a des conséquences sociales, familiales, professionnelles, légales, économiques. Bon, voilà, je ne vais pas tout détailler. C'est des choses sur lesquelles qu'on connaît déjà. Il faudrait aller plus en profondeur si on voulait en parler, quoi. Et donc, je vais passer au cas de l'Australie très rapidement. Donc là où l'Australie était première dans un classement, c'était sur la fréquence d'ébriété dans l'année. Donc c'est pas les premiers en consommation, c'est les premiers en état d'ébriété. Bravo. Bravo. Voilà, donc où la France se plaçait assez haut dans le classement. Donc c'est le journal de Saône-et-Loire qui a parlé de ça. Mais je vais y arriver. Toujours les mêmes qui caftent, la Saône-et-Loire. Putain. C'est le Global Drug Survey en 1900 bien sûr, en 2021 qui a fait ce recensement. Donc la France était à 17,5 de fois dans l'année en état d'ébriété contre 14,6 fois dans le monde. Et en Australie, c'était 26,7 fois. C'est-à-dire... 2 fois dans le mois à peu près. Une fois toutes les 2 semaines. Voilà. Ah ouais. Donc bourré. Voilà, on parle d'être bourré, vraiment pas juste être un peu tipsy, un peu un peu pompette, merci. Pas être un peu pompette, c'est vraiment être bourré. Voilà, l'Australie détient ce record-là. Et malgré le fait que ce soit un des pays les plus sûrs au monde, elle connaît un problème de criminalité dans les communautés aborigènes depuis la fin de l'interdiction de l'alcool en juillet 2022. Donc, l'alcool était interdit dans les communautés aborigènes pour ces raisons de criminalité. Et cette interdiction a été restaurée en juillet 2022 en attendant de trouver une autre solution. Parce que, voilà, effectivement, à terme, c'est pas viable. On ne peut pas discriminer une partie de la population. Mais le fait est que c'est un vrai problème là-bas. Et le problème, c'est que la police, qui est elle-même... la police autochtone n'a le droit que d'enquêter chez les autochtones, ce qui fait qu'on n'a pas le droit d'aller en dehors de la communauté pour enquêter. Donc c'est un truc de fou, en fait. Si t'es pas autochtone, tu peux y aller. Voilà, c'est ça. Tu sais qu'on va pas enquêter sur toi. Alors le FBI prétend qu'il fait pas de discrimination, mais le fait est qu'une femme sur 3 se fait violer, quoi. Ça entretient le côté un peu mâle blanc supérieur colon bien sûr, l'appropriation des corps. Après ils ont qu'à dire, regardez, c'est un peu des sauvages, regarde le nombre de femmes qui se font violer là-bas. Bien sûr. Tu vois, mais tout comme le problème des drogues et de la criminalité, c'est aussi un argument pour dire, regardez, c'est des gens qui savent pas s'adapter. Mais pourquoi ils savent pas s'adapter? C'est parce qu'ils vivent dans des conditions affreuses, que c'est des populations qui sont oppressées, qui ont été colonisées. Écoute, t'as terminé. Ouais, c'est bon pour moi. Écoute, je propose que ce soit Antoine qui continue. On va parler maintenant du rapport de l'alcool dans Waking Fright avec Antoine. Ouais, en fait, moi, quand j'ai vu le film, je pense que l'alcool dans le film est un objet de régression humaine. Ouais, en fait, mais sur plusieurs axes différents en réalité. Prenons ce que le film propose comme l'humain le plus parfait. John Grant, c'est un bourgeois, instituteur. Je dirais pas bourgeois. Hein. C'est le principe, sa problématique, c'est qu'il est coincé dans un métier parce qu'il peut pas rembourser un prêt. Mais tu peux avoir un prêt étudiant remboursé et être bourgeois, ça veut rien dire. Alors, qu'est-ce que tu appelles bourgeois? Oui, voilà. Bourgeois. En fait, la bourgeoisie, c'est pas seulement une bourgeoisie économique. On a aussi une bourgeoisie qui s'appelle culturelle. Ah oui, intellectuelle. C'est ça. Lui, en fait, la ça, bourgeoisie, c'est pas seulement un porte-monnaie économique, c'est aussi un porte-monnaie de connaissances. Tu prends un électricien qui gagne 3 000 € par mois, John Grant qui gagne 1 000 € par mois parce qu'il doit rembourser son prêt étudiant, tu les mets dans une soirée bourgeoise, John Grant s'intégrera et l'électricien ne s'intégrera pas. Ok, donc oui, c'est ça pour moi. Et aussi parce que voilà, c'est un instituteur. Non, d'accord. C'est un instituteur d'enfants. Donc c'est celui quand même, l'instituteur des enfants, c'est celui qui est quand même garant de la morale et de l'éducation du futur de la nation. Quand même. C'est ça. Donc c'est quand même un poste qui est hyper important. Okay. C'est un poste en tout cas qu'on voudrait qu'il ne soit pas perversable. Enfin, perversible. Ouais. Et puis aussi, c'est quand même quelqu'un qui vient de la capitale. Qui vient de Sydney, tu vois. C'est pas n'importe qui. Oui. Donc on a ce modèle-là, qui est notre modèle de départ. Et qui aussi est cynique, qui prend de haut toutes les personnes de l'Outback. Quand il arrive, il est, à chaque fois qu'on lui dit l'Outback c'est génial, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de Yaba? C'est la meilleure ville du monde.
Ouais, Tu vois, ouais. il y répond avec beaucoup de cynisme en mode oui, t'as Oui, rien. paradis sur terre. Ouais, paradis sur terre, Ouais. génial quoi. Mm. Il pense en fait qu'il ne pourrait jamais devenir quelqu'un qui vit ici. Il ne pourrait jamais faire partie de ces mecs-là quoi. Ouais. Ouais. Et en fait, on va voir que l'alcool va le faire régresser en fait à ce moment-là. Déjà, il y a une régression morale. Mais dès le début du film, dès qu'il va rêver de sa copine qui est encore à Sydney. Parce que de quoi il rêve? Il rêve de sa copine qui sort de l'eau et il rêve de passer une bière entre ses seins. Ah oui. Ouais, ça, donc ouais. fraîcheur, sensualité. C'est ça. Et puis ouais. directement, on sort de la morale bourgeoise qu'on voit, de cette bourgeoisie culturelle qui apprend nos petites têtes à penser, à bien se tenir, etc. On est déjà dans une régression de la morale de classe. Et il y a aussi une régression presque d'âge grâce à l'alcool. Quand il va jouer, enfin, la première image, quand il fait cours, il n'a pas l'air heureux. John Non. Grant. Il est sérieux. Bah, il attend que ça, que Il attend que ça se termine Mm. exactement. En fait, John Grant, il ne s'amuse pas dans son travail. Non. Par contre, lorsque John Grant va jouer à un jeu d'argent et gagner beaucoup d'argent à ce jeu qui est un jeu où on lance 2 pièces en l'air. C'est pile ou C'est face. un hein. pile ou face, quoi. C'est un pile ou face avec 2 pièces. Ouais. Voilà. En fait, Quel où il faut ennui. que ce soit 2 piles ou 2 faces. Ouais. Et là, il gagne beaucoup d'argent, il double sa mise et littéralement, il se comporte comme un enfant. Il saute de Il joie. saute de joie, il fait des petits mots et des petits bruits aigus. Il étale tous ses billets par terre, il les regarde comme ça. Enfin, c'est vraiment un enfant, quoi. Il régresse à son état d'enfant. Et donc, ça, c'est une des premières régressions qui arrive. On a aussi une régression des institutions. Le bureau d'échange est fermé pendant que le bar est toujours ouvert. La police ne fait plus régner la loi parce que la police a sa propre loi maintenant, la loi des nouvelles institutions de l'alcool. Le bar, qui devrait être fermé, reste ouvert et le flic qui est à l'intérieur boit avec tout le monde. Et il force certains gens à boire aussi. C'est ça, il te pousse à boire et même c'est le flic qui est censé le protéger qui va le pousser à boire et qui va le présenter aux jeux d'argent qui vont lui faire perdre toutes ses économies et donc qui vont l'enfermer dans Yaba. Et par contre, tu vois, je me permets un petit parallèle comme ça, on en avait discuté, c'est ce qu'on avait remarqué pendant le film. Il y a beaucoup de régressions dans le film, mais il y a une régression qui passe pas, c'est que tous les personnages sont intègres et plus ou moins honnêtes. C'est ça. Sur le fait que, par exemple, dans le pari, à un moment, Grant se panique un peu à l'idée de il a misé, mais il est trop loin de la foule. C'est vraiment des gens qui se bousculent, c'est un gros pogo, et il se dit bon, bah j'ai perdu, c'est tant pis. Et il y a quelqu'un qui le retrouve parmi la foule qui dit tiens, toi, t'as gagné $200, t'inquiète pas, je t'avais perdu, mais je t'ai retrouvé. Donc c'est le côté de. C'est un bordel organisé, littéralement. En fait, c'est ce vers quoi je vais. C'est on a nos nouvelles institutions et on fait tout pour les garder intactes. Ouais. Et pour les garder intactes, pas de combat, pas de triche. Il y a un code d'honneur pour perpétuer l'enfer qu'on a créé. Tous les petits démons sont fiers de l'enfer. Voilà, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a des signes comme ça de fierté qui sont même comiques en fait. À un moment, John Grant va dans une maison parce que les gens du Yaba sont très avenants. C'en est même terrifiant à quel point ils sont avenants. Avenants si vous buvez, hein. Oui, bien sûr. Mais donc voilà, d'ailleurs, une des personnes qui va le sortir du fait qu'il est quand même SDF quand il a perdu son argent, c'est quelqu'un qui lui dit est-ce que tu veux boire un coup? Il fait non. Comment ça, tu veux pas boire un coup? J'ai pas d'argent. Je t'ai pas demandé si t'as de l'argent, je t'ai demandé si tu voulais boire un coup. Tu vois, il y a ce truc de intègre-toi, redescends avec moi. Là, t'es trop haut. Là, redescends avec moi, régresse un peu avec moi. Et donc, ils vont dans la maison, ils vont rencontrer ses potes à lui, avec qui il fera du coup la chasse aux kangourous plus tard. Les fameux cow-boys australiens. C'est ça, ces fameux cow-boys de l'outback australiens. Ouais, puis en plus, c'est un truc de virilité, tout, Ah ils oui, se battent, on est c'est celui complètement. qui chope la Il y a queue même du de kangourou. l'homo-érotisme. Hein. Il y a beaucoup d'homo-érotisme, notamment on y ira quand on parlera du doc, le médecin de Tydon. Mais ils vivent un petit peu une baisse d'un soir tous les deux. Hein, bref. Ouais, ça c'est. On en parlera après, mais c'est clairement suggéré. Quoi qu'il en soit, à un moment, il y a ces amis là qui commencent à boire des bières. Beaucoup. Et beaucoup de bières, si bien que ils vont porter les opercules comme des bijoux. Ouais. Ils vont se faire un collier d'opercules. Donc on porte cette nouvelle culture comme un collier, quoi, comme un joyau, en fait, d'une certaine manière. On la revendique. On la revendique. Et donc là, on a vraiment une régression des institutions, parce qu'on a créé de nouvelles qui sont basées sur l'alcool. On a aussi une régression politique, on a un retour aux sources coloniales.
je trouve, dans la scène de chasse. Ces gens qui pensent avoir des codes, c'est des codes respectables, hein, qui les rendent respectables. Je veux dire, on se bat pas, on triche pas. Lorsque c'est le moment, on se lève et on donne 1 minute de silence pour les soldats morts au combat. Dans le bar, hein, voilà, il y a ce moment pas célébration, d'hommage, voilà, de recueillement. De recueil. On se recueille pour les soldats morts au combat. Un verre à la main, tout le monde debout. Bref, on est très respectable. Par contre, ce qu'on ne respecte pas, c'est la terre sur laquelle on est. C'est l'histoire de la terre sur laquelle on est. Parce que les kangourous, hein, enfin même l'Australie, comment les Blancs sont venus en Australie? En fait, l'Australie, à la base, c'était un bagne. Les Australiens, à la base, c'est des gens qui sont mis au banc de la société et qui sont envoyés coloniser une terre qui n'est pas la leur. Et au final, dans cette scène de chasse, c'est un peu ce qu'ils font. Des criminels, des gens qui sont mis au banc de la société, qui chassent des locaux, les kangourous, et qui s'approprient leurs ressources parce qu'ils les mettent dans leur coffre. Donc on a un peu un retour aux sources coloniales, je pense, dans cette scène qui arrive. Et cette régression, en fait, elle prend son paroxysme au final sur 2 personnages. Bien sûr, John Grant, dont on parlera juste après sur sa scène quand on arrive de la fin, et sur ce fameux Dr. Tydon. Dr. Tydon, c'est le nouvel humain de cette nouvelle société, de cette société de l'alcool. C'est un homme à l'état sauvage. C'est un Diogène alcoolique. Le mec se douche avec un peu d'eau qui se met sur la gueule le matin et sous les dessous-bras. Il n'a pas d'argent. D'ailleurs, il dit ici, pas besoin d'argent. Les gens sont tellement avenants que tu peux juste boire gratuitement. Il vit d'alcool, de sexe et de violence. En fait, c'est quelqu'un qui ne vit que par passion. C'est cette nouvelle humanité, en fait. Et il est fier de lui. Tous les démons sont fiers de l'enfer. Et d'ailleurs, c'est un personnage dont on ne peut pas se sortir des yeux, comme Diogène, en fait, parce qu'il est conscient de ce qu'il est. Diogène était tout à fait conscient d'être sale, d'être inhumain, etc. Lui, le lendemain matin, lorsque John se réveille chez lui, il lui fait tout un discours sur le fait que lui, donc le médecin Tydon et la fille de l'homme qu'il a hébergé, sont conscients de ce qu'ils sont. Ils baisent ensemble quand ils ont envie de baiser, ils boivent quand ils ont envie de boire, ils sont sales, ils sont amoraux. Et ils s'aiment comme ça. Et c'est le seul moyen qu'on a pour survivre ici, en fait. À Rome, fais comme les Romains. Dans l'Outback, fais comme les gens de l'Outback. Bourre-toi la gueule et ne te pose surtout pas de questions. Attends que ça passe, quoi. C'est ça. Et ça m'a marqué, d'ailleurs, ce qu'il dit sur la fille, parce que... alors du coup, la vision des années 70, c'est très, très partagé. Il y a à la fois les mouvances hippies qui sont dans la libération du corps de la femme, et d'autres qui sont encore dans une forme de puritanisme. Et moi, je me suis demandé, est-ce qu'ils pensent vraiment qu'elle devrait être libre de faire ce qu'elle veut, parce que pourquoi elle n'aurait pas le droit de faire ce qu'elle veut, en fait. Cette phrase, elle m'a vraiment marquée. Et en même temps, est-ce qu'il dit ça parce que il est vraiment dans ce truc de sans retenue, de la consommation à outrance, de tout ce qui est à sa portée, de l'alcool, le sexe, etc. C'est là où le film... Trop, moi. Pour moi, est-ce que le film est en avance ou est-ce qu'il, justement, Pour moi, c'est là que le film, et c'est ce que je disais avant sur le mépris de classe, c'est que le film a quand même un rapport à ces personnages qui est assez compliqué. Le personnage féminin est un très bon exemple. Donc, pour le contexte, ce personnage féminin, c'est la fille d'un mec qui se bourre la gueule à longueur de journée et qui se sent complètement bloquée parce qu'elle va pas partir à Sydney. Il faut qu'elle prenne soin de son père parce que lui ne prend pas soin de lui-même. Il faut qu'elle prenne soin de la maison. Bref, voilà, quoi. Comment elle s'appelle déjà, cette fille ? Je ne me souviens plus. Je vais regarder. Et donc, en fait, cette fille, elle est quand même très libérée sexuellement. Donc Tydon, le médecin Tydon, dit à John Grant, mais en fait cette femme elle est super parce que les mecs ils pensent que c'est juste une fille facile, mais en fait c'est une fille libre. Et ici il faut être libre pour vivre. Sauf que, étant donné que le film critique le médecin Tydon, critique sa société de l'alcool, j'ai l'impression qu'il critique aussi cette femme. En fait, j'ai l'impression que le film est quand même vachement puritain. En fait. C'est peut-être dû au fait que Ted Kotcheff est américain.
et qui réalise un film en Australie. Donc, comme on disait au tout début, l'exploitation, c'est très australien pour les Australiens. Il adapte un livre qui est culte de l'Australie. C'est Waking Fright, c'est 5 matins. C'est ça, 5 matins de trop, qui est un livre de Kenneth Cook, qui est vraiment un livre culte à l'époque. C'est un gros classique de la littérature australienne à l'époque. Et il se réadapte ça en tant qu'étranger. Et donc, peut-être qu'il se réadapte ça aussi avec un regard comme John Grant sur la plèbe, en disant regardez-moi ces bons gros redneck australiens, tout ça avec son regard d'auteur qui n'est peut-être pas forcément très présent dans le livre, je ne l'ai pas lu, ou en tout cas s'il est présent, c'est un Australien qui part de l'Australie, donc ça va. Tu vois, il y a peut-être ce côté-là aussi. Ouais, bonne question. Ouais, bref, pour moi, le film se perd un petit peu là-dessus. Je pense qu'il y a quand même un petit truc. Et puis bon, voilà, quand même, Kotcheff, ses films les plus connus, c'est un film qui critique les campagnards et qui encense les soldats, les vétérans, quoi. Enfin, il a peut-être aussi ce côté américain, républicain. Canadien, du coup, je viens de checker. Canadien, voilà, c'est ça. Nord-américain, du moins. Nord-américain. Nord-américain, un côté un peu droite. Bon, c'est pas, ça en fait pas un mauvais boug. C'est juste que, du coup, il y a un rapport, je trouve, à cette femme qui est son ouverture sexuelle est critiquable. Parce que c'est pas quelque chose qui est une bonne chose, c'est une conséquence de ses conditions de vie. Je sais pas, pour moi, il se pose honnêtement la question. Il pose la question à travers le... Il pose la question. Je ne fais que poser une question. Pour moi, il pose la question à travers le personnage du docteur, justement. Il dit, mais en fait, pourquoi elle pourrait pas faire ce qu'elle veut ? Et donc, voilà, cette régression, donc, elle se fait à travers ce personnage du médecin Tydon qui a régressé jusqu'en Diogène et qui montre un peu le bout de cette vie de liberté, en fait. Mais cette régression, elle ne peut pas... tout le monde ne peut pas la supporter. Et John Grant ne la supportera pas. Parce que, en fait, une fois qu'il a fait cette chasse au kangourou, qu'il est allé au bout de l'enfer un petit peu, en tout cas ce qu'il pense être le bout de l'enfer, il va essayer de s'enfuir de Yaba, de s'enfuir à pied. Et en fait, cette fuite à pied, elle va le voir régresser jusqu'à devenir un animal. C'est l'homme de Cro-Magnon. Hein, c'est ça, il part de Yaba avec des livres, ses affaires, ses habits. Les bazardes, ouais. Et un fusil. Ouais. Au final, les livres, il les jette parce que c'est trop lourd. La culture ne sert à rien pour survivre. Les habits, il va tout simplement les garder, mais c'est surtout le fusil qu'il va garder avec lui. Et il va passer son temps à chasser, faire cuire les aliments au coin du feu et dormir sous la belle étoile. Il va retourner à cet état de Cro-Magnon qu'a connu la civilisation humaine à ses débuts. Cette régression qui va du coup arriver jusqu'à son paroxysme avec cette scène où il mange au coin du feu avec son fusil, va prendre fin au moment où il va trouver un camion pour le ramener à Sydney. Parce qu'il voit sur le côté du camion Sydney. Donc il se dit super, il monte dans le camion, et en fait, ce camion allait à Yaba, bien sûr. Et donc le revoilà. Je pense que même le gars le piège parce qu'il dit est-ce que vous allez à la ville ? Donc le gars il dit oui, je vais à la ville. Et quand Grant se rend compte qu'il est à Yaba, le gars lui dit t'as juste dit je vais à la ville. Donc je vais aussi à Sydney, mais t'as pas demandé Sydney, t'as demandé la ville. Donc moi je t'amène à la ville. Oui, mais il a pas piégé consciemment, je pense. Il y a un doute. Non, pour moi c'est justement ça qui est l'horreur de ce film, c'est que personne ne fait de la violence complètement consciemment dans ce film. Ils sont tous sincères. Et ils sont prisonniers d'une prison sans barreaux, quoi. Quand le mec lui demande de boire de l'alcool, il n'est pas en mode « je vais te rendre alcoolique ». Il est en mode « je veux que tu me comprennes, je veux qu'on soit ensemble, je veux qu'on boive ». Et je pense que cet homme était sincère dans le fait de « tu voulais que j'aille à la ville ?» Pour moi, Sydney, c'est une ville de démons, je n'irai jamais. Pour moi, la ville, c'est Yaba. Là, ça rentre dans l'interprétation parce qu'on peut comprendre aussi que le gars. Mais juste après, après, était de mauvaise foi. Sauf que juste après, il lui rend son flingue. Oui, il lui rend son flingue parce qu'il dit au moins c'était gratuit. Parce que en fait, le gars. Pour moi, en fait, c'est sujet à débat parce que le personnage, il le rencontre très 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 loin de Yaba. Et ce gars fait le lien avec la civilisation qui est entre guillemets Sydney. Donc il peut être conscient de dire ok, toi t'es un pochetron fini, t'as même pas $1 sur toi, je vais te renvoyer d'où tu viens et je vais faire exprès de pas t'amener à Sydney parce que tu m'as pas dit ça, tu m'as pas dit les bons termes. Pour moi, c'est peut-être ça peut être interprété comme tu dis, ou ça peut être piégeux en disant
tu es un pochetron et je te ramène à la ville des pochetrons. Oui. Donc voilà, c'est libre interprétation, mais faites-le, voilà, à voir. Bah, écoute, en tout cas, une fois qu'il est retourné à Yaba, John Grant pète un câble et prend son fusil et court dans la maison du Dr Tydon pour le tuer. Sauf qu'il ne le trouve pas. Et à ce moment-là, John Grant, il va se mettre dans un coin de la pièce et se suicider. En tout cas, faire une tentative de suicide avec ce fusil-là. Et pour moi, cette tentative de suicide, c'est pas seulement que John Grant se comprend qu'il ne pourra jamais partir de Yaba. C'est qu'il a compris qu'il n'avait plus cette supériorité morale qu'il pensait avoir. Il a compris qu'il était presque à sa place ici. Pour moi, c'est plus qu'il a compris qu'il pourrait jamais s'échapper de cette prison. Mais en fait, cette prison, pour moi, c'est... Elle est mentale et physique. Voilà, hein. c'est ça. Oui, en fait, on est d'accord pour moi, là-dessus. c'est qu'il a compris que son état de régression, c'était lui maintenant. C'est voilà qui je suis devenu, en fait. C'est voilà qui je suis devenu, et moi, franchement, je l'ai plus pris du côté, je peux plus m'en sortir. J'ai épuisé toutes mes ressources, j'ai plus qu'à soit devenir vraiment un pochetron comme les autres, soit la dernière lueur de conscience qui me reste, c'est de me tuer maintenant pour garder ma pureté. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'ils le disent à un moment au début du film. Quelle est la manière de s'échapper d'ici ? Alors c'est soit il raconte le fait que les enseignants doivent payer 1 000 € s'ils doivent partir de l'école dans laquelle ils sont, si je ne me trompe pas. C'est un chèque de caution de 1 000 $. Voilà, ils gagnent 290 $ à l'année, donc vous faites le calcul, ils sont prisonniers. Voilà. Et il dit un peu ironiquement, sinon il y a une autre porte de sortie, c'est le suicide. Ouais. Donc, porte de sortie mentale ou physique. Je pense que là-dessus, on est d'accord que c'est les deux. Ouais, c'est les deux complètement. Et du coup, en fait, ce suicide, c'est John Grant qui, bloqué dans cet état de régression dont il n'arrive pas à sortir, et en même temps cet état physique, cette ville dont il n'arrive pas à s'échapper, qui finit par se suicider. Et donc, en fait, au final, ce suicide lui permet de rester quelques jours à l'hôpital, assez pour passer l'été et revenir à son poste d'enseignant juste après. Retour à la case départ. Retour à la case départ, mais juste avant le retour à la case départ, il prend le train, et qu'est-ce qu'il fait dans le train ? Il accepte de boire une bière. Alors qu'il avait refusé la première fois. C'est ça. Et donc, il y a ce truc de cette régression n'est pas finie. En fait. Il ne pourra jamais s'en sortir. De la même manière qu'il ne pourra jamais sortir de ce petit village, de cette petite classe où il passera le reste de sa vie. C'est même pas un village, c'est vraiment une école avec un bar en face de la voie ferrée. C'est un truc au bout du monde. C'est tout pour ta partie. C'est tout pour ma partie. Je vais terminer les axes un petit peu avec une petite note un peu légère. Une note houblonnée. Sortez de moi de là. Sortez-moi de là, je vous en supplie. Qui est, pour moi, en fait, quand j'ai vu ce film, au-delà tout le sous-texte très nihiliste de l'humanité derrière tout ça, pour moi, en fait, c'est le cauchemar vivant et une grosse critique de comment boire sa bière dans ce film. C'est le cauchemar de la bière. Le problème, c'est pas la bière. Le problème, c'est comment boire la bière. En fait, c'est ça. Moi, voilà, vous l'avez compris, je suis un peu un amateur de bière. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup en boire et tout ça. Et en voyant ce film, je me suis dit, mais c'est la pire manière et le pire endroit au monde pour boire de la bière. Et peut-être que c'est conscient ou pas, mais en tout cas, ça rend encore plus irrespectueux le truc. C'est pas on boit de la bière ou du vin ou n'importe quel autre alcool pour justement la consommation et avoir un peu un désir gustatif derrière, un plaisir là-dessus. C'est juste on boit pour les effets qu'on va avoir. On se prendrait un shoot d'ampoule d'alcool, ça serait pareil. Et pour se rafraîchir aussi, parce que la bière est très, elle coule et tout et tout. Alors, voilà, on va y la revenir. Chaleur et tout, voilà, c'est un délire. Côté, on va y revenir, mais donc la bière rapidos, c'est boisson alcoolisée qui fait à partir de fermentation. On a vu, il y a plein de façons de faire de la fermentation. Comme pour le vin, comme pour l'œnologie, la bière, on peut la répartir en plusieurs goûts. On a herbacé, épicé, fruité, boisé, torréfié, levuré, céréalé, floral, terreux et caramélisé, lactique ou fumé. Donc il y a tout ça. On peut dire plein de choses sur ça. Tout ça pour être amer à la fin. Enfin bref. Bon, je m'emmerde. Voilà. Ça c'est amer. L'Australie, je reviens sur ce que tu disais, la bière en Australie, elle est arrivée un peu comme avec le bagne, c'est venu par les marins, et tu avais notamment, à l'époque c'était connu pour être une astuce à la déshydratation en mer, parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose de véridique. C'est un Nathaniel Hulme, qui était un marin de l'époque, c'est-à-dire du XVIIIe siècle, qui disait: brasse ta bière en mer parce qu'elle peut être ça peut être particulièrement utile dans le cas où tu as de l'eau imbuvable.
J'ai par expérience vu que l'odeur de l'eau croupie disparaissait par le processus de fermentation de la bière. Ouais, mais l'alcool, ça servait aussi à ça. Voilà. C'est pour ça qu'on en consommait autant avant. C'est parce que l'eau n'était pas forcément buvable. C'est ça, parce que voilà, quand t'es marin en mer à cette époque-là, l'eau c'est vraiment le nerf de la guerre. Si tu n'as plus d'eau, bah tu bois une gorgée d'eau salée, tu meurs. Ouais. C'est un suicide. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais. Ah bah pour les marins à l'époque c'était tu bois un verre d'eau salée, une gorgée ou en tout cas tu bois de l'eau salée. Ah, ils avaient le ça te ventre. tue. C'était un peu c'est faible. du Ouais. suicide, tu Oui. précipites la fin quoi. Avec le Ouais, c'est scorbut. vrai. La bière est arrivée, elle date, la première brasserie officielle date de 1832, donc c'est très long. Hein, ça y est, En boulot. Australie, tu veux En dire Australie, Oui, ouais, ok. ça date d'il y a longtemps. Donc chaque région a sa propre bière, sa propre façon de fermenter la bière. Donc l'Outback australien, ça prend plusieurs régions. Donc là, la West End qui est dans le film correspond à une de ces régions-là. Et top, pour moi, voilà, j'en viens en 4 points essentiels de comment le film te montre à quel point c'est l'enfer de boire la bière là-bas. Déjà, la bière, ça doit être bu froid, mais pas glacé. La bière glacée, quand on la met au congélo, c'est pas bien parce que ça va te... Ça enlève le goût. Ça t'enlève le goût et aussi Ouais. ça va en fait t'anesthésier le palais. Donc tu vas éviter de perdre toute une partie du goût. Donc T'es en train de dire qu'il faut boire de la bière tiède? non, Non, c'est ce qu'on a fraîche. fait. En fait, je vous l'ai dit fraîche. La bière suivant, la bière suivant son degré. Le moyen mémotechnique, pardon, c'est de boire la bière à la température du degré où elle est recommandée. C'est à peu près ça. Donc là, 4,5, c'est environ 5-6 degrés. Et plus tu vas monter sur du 8 degrés, des bières triple brassage, bières fortes, et ben tu vas tomber à 8, 9, 10, 12 degrés des fois. Donc plus elle est forte, plus elle est chaude. Voilà, On va dire. on reste quand même sur du frais, mais Oui, faut axer à peu près c'est ça. Mais jamais chaud. Ta bière chaude, c'est de la pisse d'âne, c'est dégueulasse. On fait pas ça ici. Et donc eux, en Australie, quand il fait 40 degrés à Londres, ton fût de bière, il va chauffer très 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 vite. Ton verre, en air ambiant, il va chauffer aussi très vite. Donc là, je me doute que leurs bières, leurs canettes qui sont sur les tables, sont à une température d'une vingtaine de degrés. Ça commence à plus être frais, ça commence à être tiédasse, c'est dégueulasse. C'est peut-être pour ça qu'ils la boivent d'un coup. Je sais Peut-être. Deuxièmement, pas de bière au goulot, s'il vous plaît, ni à la canette, puisque en fait, le goût passe notamment par le nez. Et quand tu bois à la canette ou au goulot, tu empêches ton nez de sentir ton verre. Et donc, tu empêches tout plein d'arômes, comme le vin, ça se sent. Tu empêches tout plein d'arômes de passer. Et donc, tu te prives de 50% du goût de la bière, donc torréfié, machin chouette. Et c'est dommage. Deuxièmement, ton verre, tu rinceras pour éviter une formation de mousse sur le bord. La mousse dure, c'est pas ouf, on n'aime pas ça. Et donc, ton verre, pourquoi les barman ils le rincent dans les bars? Bah déjà pour l'hygiène, mais aussi parce que ça rafraîchit le verre. Plus ton verre de bière est à la même température, c'est-à-dire frais que ton liquide, moins la mousse va se former. Donc là c'est pour ça, nous la dégustation, on l'a mis au frigo pour qu'il soit aux alentours de 10 degrés. Donc, vous vous rendez compte que c'est tellement des schlags, les gens qui boivent de la bière, qu'il faut leur rappeler de laver leur verre. Hein. Putain, c'est quand même. Pour que le verre soit humide. C'est ça qui faut souffre. Putain, mettez de le. Bah, en fait, si tu rafraîchis rincez vos verres. Wow. Non, mais- C'est quoi, tu m'emmerdes. Voilà. Tu me saoules. Cette espèce de voilà, merde, hein. Cacaboudin. Donc, tu me fatigues. Jamais plus je te fais. Tu sais quoi, la prochaine fois qu'on parle de bière, tu iras dans un coin, on fera ça. Voilà. C'est comme ça. Parce que tu peux pas être assez adulte. Voilà, c'est bon. Tout ça parce que j'ai sucé un micro. Au-delà de ça. Bref, ta bière, non seulement le verre doit être frais, mais en plus tu le verses à 45 degrés. Tu verses ton verre, ta bière dans un incliné à 45 degrés pour éviter que ça fasse des bulles comme si tu verses ton coca, c'est la même chose, pour éviter que le gaz et tout ça, que ça fasse trop de mousse. Et puis après, quand tu arrives aux 2/3 du service de ta bière, là tu le mets à l'horizontale et tu fais un bon service pour avoir quand même un petit opercule de mousse, c'est pratique, on aime bien ça. Et suivant les bières, c'est recommandé. C'est dommage quand tu as une bière qui n'arrive pas à mousser. Et d'ailleurs, si tu as un problème de mousse, justement, c'est un synonyme de mauvaise conservation de bière. C'est notamment l'absence de mousse, c'est un défaut dans la fermentation où des levures et bactéries se sont ajoutées en plus de ça. Donc ça fait que ça a mal été conservé. Et vu ce que j'ai vu, vu, de ce que j'ai constaté dans le film, et ben putain, leurs bières elles sont mal conservées parce que ça mousse pas beaucoup, le peu qu'on a vu. Donc ça a été mal rebouché sur certains coins. Donc tout ce film en fait, au-delà du fait que quand tu es dans un pays chaud où tu transpires beaucoup, la bière ça déshydrate. La bière ça fait un appel à ton cerveau où ton cerveau il va comprendre que tu as de l'alcool dans le sang et tout ça et donc du poison.
il va essayer de se purger et donc vider tous tes organes de leur eau. Et sauf que tu vas te vider de ton eau alors que tu as besoin de ça pour faire circuler ça dans le sang. Donc boire de la bière en Australie, c'est te déshydrater encore plus, te précipiter encore plus vers la mort. Boire de l'alcool dans un pays chaud. Oui, Voilà, c'est exactement. pas Donc là, en recommandé fait, de base. quand eux ils boivent de la bière à outrance comme ça, mais en fait les mecs, c'est des tomates séchées. Ils sont essorés comme jamais. Ils doivent être déshydratés comme la vie parce que c'est pas du tout la bonne boisson à boire dans un climat chaud comme ça. Donc Waking Fright, il ne respecte aucun de ces trucs. Le service au pistolet dans le film, à un moment, ça fait mousser le truc, ça te fait des capitales de mousse, c'est horrible. Les verres doivent être chauds. La tronche de leur frigo, je pense que ça doit pas être très frais. Surtout le frigo du doc, quoi, qui est vraiment... Genre, à un moment, même quand ils rentrent bourrés, juste avant qu'il y ait cette scène un petit peu homo-érotique, où ils finissent la soirée l'un sur l'autre, et le lendemain, il est en toge, complètement à poil dessous, le doc. Juste avant de s'endormir, il jette sa veste au frigo. Oui, pour la rafraîchir. Ça, c'est une technique et tout. Mais bref, mais à côté des fraises, Mais donc, il y a des mouches partout en plus chez lui. Ça, c'est vraiment la déchéance. Pour terminer, je dirais que Waking Fright est un anti-manuel de consommation de la bière, un film d'horreur pour tous les aficionados de la bonne mousse. Pas toi. Un film d'amour pour moi, quoi. C'est vraiment je vois. Et d'ailleurs, petit jeu, savez-vous combien de bières ont été bues ou en tout cas sont présentes dans le film à peu près? Alors, il y a celle qui, par tous les personnages. Non, moi j'ai calculé, je me suis conservé sur Hugh Grant. Il y a la bière qui boit avec le barman juste avant de partir. Ouais. Oh non, mais tu vas pas toutes les faire là. Ok, mon ref. Mais parce qu'en fait ça tourne et au bout d'un moment. Vas-y, moi je suis un joueur, très bien, 30. Allez, tu dis 30, une trentaine? Allez, 30. Je dis 24. 24, ok. Donc c'est des bières que j'ai comptées pendant le visionnage. Où je vois le personnage de Grant boire un verre, donc c'est approximatif. Ça enlève toutes les ellipses. Les cadavres de bière. Ça enlève tous les cadavres de bière, toutes les ellipses, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Et ma comptabilité totale, ça a été de 21 ou plus. Donc 21 bières ou plus bues. Putain, j'aurais dit plus. En à peine 72 heures, 80 heures, 4 jours à peu près. Ça fait beaucoup de bière. Ouais. c'est très très beaucoup, voire plus, parce qu'il y a vraiment des cadavres de partout. Ouais, il y a genre une vingtaine de canettes sur la table à un moment. C'est une consommation excessive d'alcool. On va pas se mentir. Donc si on peut calculer, ça fait genre peut-être une bonne dizaine de litres qui s'est enfilé, parce que des fois, j'ai compté surtout aussi des goulots de bière de 1,5 litre, quoi. Enfin voilà. C'était tout pour ces analyses, en tout cas ces petits points. On va passer à la dernière partie, qui va être la fameuse question de Tim. Ouais. Quelle créature fictive ou réelle vous aimeriez manger? T'aimes bien faire des quiz surprises, toi. On est face à un micro, ok. On va être dans une vidéo avec marqué podcast. Peu importe le nombre de vues, nous sommes légitimes et nous avons raison. Tim s'excuse. Il ne s'est pas senti très inspiré pour celle-ci, mais ce n'est pas grave, on lui pardonne. Et donc il nous a dit ça. Le vin est considéré comme l'alcool qui se combine le mieux avec la nourriture par excellence. Donc Antoine, là, il est en train d'avoir le barreau comme jamais. Là. T'inquiète pas, il y a plein de films de vin. Il y a tellement le barreau qu'il va pouvoir être avocat. Voilà. Pardon, j'avais envie de la faire. Saturation. I can feel it. Donc, la question de Tim, c'est: trouvez-vous que la bière accompagne mieux ou moins bien la nourriture que le vin, et pourquoi? Et deuxième question, secondaire, quel est le plat, en revanche, qui s'allie le mieux avec la bière selon vous? Donc on va laisser parler Antoine parce qu'on sait déjà ta réponse. Alors c'est très rapide. Vous ne la connaissez pas, non déjà. Alors pour commencer, non mais en réalité, non mais en vrai, je pense que la bière ne s'accorde avec aucun repas parce que ça rend le repas compliqué à manger en fait, parce que ça donne des gaz. Ça donne envie de rôter. Qui a envie de rôter en fait en mangeant? Il y a beaucoup de choses qui donnent des gaz. Oui, mais la ça, bière. c'est pas simple à boire la bière en fait. Moi, je suis désolé d'être en mode ouais, il y a des bières à 14%, tous les vins sont à 12%, c'est moins compliqué à boire et c'est des fois plus frais. Ensuite, mais par contre, là où je trouve que la bière a son importance, c'est dans la cuisine. Oui, donc la cuisiner du coup. Ouais, si c'est cuisiné, par exemple, j'ai entendu dire que mettre de la bière
genre faire cuire du poulet frit à la bière, enfin une friture à la bière, des choses comme ça. Apparemment, c'est très bon. Et il y a notamment un plat belge que pour le coup j'ai mangé où ils font cuisiner des boulettes de viande à la bière et qui mettent après dans de la sauce fruitée. Ok. Et c'est excellent. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, je pense que la bière est bonne si on ne la boit pas. Ok, bon, ça c'est ton point. Je veux pas t'en entendre parler plus. Timassa Polenta, voilà. Antoine à la bière. Moi j'aime ma bière, voilà. Sarah, vite par l'avant qui commence à dire de nouvelles dingueries sur la bière, s'il te plaît. Alors pour ma part, je trouve que le vin se marie mieux à la nourriture. Merci. Ah Putain, mais il m'a fait peur. Premier il est con. Et moi j'aime trop genre l'association du goût des champignons avec celui du vin. Je trouve que c'est le combo qui marche mieux quand on est végétarien. Et c'était quoi l'autre question ? C'était quel plat tu penses se marierait bien avec la bière ? Les frites. Ok. Ouais, je vais rester belge là-dessus. Frites bière. Frites bière. Ça, tu sais, sur les justement le pendant salé les représentations. Avec la fraîcheur, ça se marie bien avec la ça se fait amertume. de ouf. Hein, je peux comprendre. C'est juste que quitte à me prendre un truc un peu gras avec du gras, je préfère presque prendre un soda avec les frites, tu vois. Bah, moi je suis pas d'accord parce que j'aime pas le sucré, donc tu vois c'est. Mais non, mais voilà, mais écoute, chacun ses polenta et tout ça, chacun sa polenta. Voilà. C'est marrant ça. Bah, pardon, tu voulais continuer ? Non, moi c'est bon, j'ai. Eh bien, moi je vais conclure et je vais fâcher encore certaines personnes parce que je vais dire qu'est-ce qui se marie le mieux entre le vin ou la bière dans un plat. Je dis ni l'un ni l'autre. Moi je n'aime pas boire du vin avec des plats, je n'aime pas boire de la bière avec des plats. Même pas avec de la viande ? Même pas. En fait, on en avait déjà discuté en interne. En interne, en off. Avec la RH. Je me suis fait pourrir par mon père 50 000 fois pour ça. Mais j'apprécie le vin. Je comprends tout le côté de ça peut se marier avec un bon fromage. Il y en a certains, ils sont plus pour des viandes rouges, des choses comme ça. Mais je n'arrive pas j'ai déjà essayé plein de fois avec des très bons vins, hein, pas de la villageoise, hein, des Saint-Émilion, etc., tout ce que vous voulez. Qu'on m'a conseillé avec des bonnes associations. À chaque fois, je me disais, je préfère boire le vin et le goûter tout seul dans mon petit coin, et après avoir ma bonne viande rouge bien tranquille, qu'avoir l'association des deux en bouche. Ça me plaît pas, ça me dégoûte, je trouve ça un peu bizarre, un peu artificiel. Pareil pour la bière. La bière, j'aime bien la boire en apéro, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que le service est arrivé, il faut que je siffle ma bière parce que j'ai pas envie d'en avoir pendant que je mange. Donc pour moi, c'est égalité avec les deux. Et pour le coup, un plat avec de la bière, je sais que la bière, ça peut servir pour épaissir des sauces. Donc ça peut rajouter du goût, notamment parce que là, c'est encore une fois, la bière, ça reste des choses à base de végétaux. C'est un mou, ça s'appelle comme ça, qui est fait à partir de mixtures. Donc ça peut avoir plein de goûts très forts, notamment un peu d'amertume. Mais pour le coup, je pense que j'ai déjà goûté cet été d'ailleurs, ce qu'on appelle de la poule au pot. C'est la poule au pot. La poule au pot, c'est ce que tu disais, c'est une volaille que tu mets dans un pot, dans une grosse marmite en terre cuite et que tu fais chauffer pendant 4-5 heures, imbibée dans de la bière. Et ça en fait, la bière va imbiber la viande, tout ça va l'attendrir très très fort. Et surtout, ça va imbiber avec tout son goût et ça va perdre l'alcool. En fait, tu es un fervent défenseur, un lobbyiste, même on pourrait dire, de l'apéro. On sépare l'alcool du repas, quoi. Ouais, après je respecte les gens pas comme toi, tu vois, qui boivent du vin ou de l'alcool en vin. Tu vois, pour moi, je comprends l'intérêt à tout ça, le fait de on retrouve des notes de noisettes, terre calcaire sur ce vin, machin chouette. Terre calcaire. Non, mais c'est vrai, ça se dit vraiment, tu vois. Dans le côté dentifrice. Non, mais l'origine de la terre et tout, ça peut se déterminer dans l'œnologie. Mais bon, je vois que tu ne connais pas ton sujet, c'est pas grave. Mais moi, j'aime juste boire du vin. Mais oui, voilà, bois ta villageoise et laisse-nous tranquille en fait. Mais c'est pour toi en fait qu'on fait ce film, Antoine. C'est une intervention, c'est pas un tournage. On sort une pancarte. Arrête. Donc voilà, donc je comprends l'intérêt que les gens ont pour ça. C'est juste moi, je ne le vis pas. Ça ne m'intéresse pas. Et donc je suis plus respectueux de chaque chose en son temps. C'est quelque chose qui se retrouve sur d'autres goûts que j'ai, c'est-à-dire le salé dans son coin, le sucré dans son coin. Voilà, je suis pas trop fan de l'umami, du sucré sacré. T'es un peu un fasciste du repas en fait. Du salé sucré. Et les hippopotames seront bien gardés. C'est un peu un fasciste du repas. Tu veux que tout soit bien ordonné. Je te jure, vraiment, si je vois
un petit bout de sel. Ah, je te jure, je dans vois mon un dessert, apéricube. je crée des camps. Je vois un apéricube dans ma soupe, c'est fini là. C'est la fin. Alors, ouais, bon. Oui, on va. Ouais. Oui, Camille. Comment ça? Tu mets des Bah, apéricubes dans ta soupe? Mais non, mais c'est salé. Sauf si tu bois de la Ouais, soupe mais ça sucrée. fait partie de l'apéro, ok? Moi, je suis d'accord. jusqu'à ce niveau-là. Ah ouais, donc il est la partie de l'apéro. Il Non, est mais vraiment voilà, facho de genre, fou. si tu mets un morceau de crunch ou de Milka au milieu du steak frites, bon. Oui, non, mais force, évidemment. Comme il force pour se dédouaner. Mais le petit grain de sel dans le chocolat, par exemple, c'est incroyable. Bah oui. Ouais, Ou les inversement. cristaux de sel dans certains chocolats, je veux bien. Ah, Ça ouais. m'est arrivé. Les fruits dans les plats Mais salés, Je dans les les aime plats pas, mais salés. quand il y en a un peu, ça va, mais quand il y en a trop, ça. Voilà, c'est ça take Ah sur les ouais, repas. non, Putain. Non mais typiquement, j'avoue que la sauce caramélisée sur certains plats, je suis pas trop fan. Genre par exemple, ok. littéralement sauce soja sucrée, c'est pas pour moi. Ok. Sauce barbecue pareil. Mm. C'est Ok, pas d'accord. d'accord, mais bon, bref. Mais On voilà, va pas donc commencer un débat encore, c'est bon. Oui, non, bah, mais je bon. crois qu'on a Il y a des terminé. sauces qui sont meilleures que d'autres, on va dire. Oui. Oui. Waouh. On en a terminé avec les avis culinaires et avec cet épisode. Merci d'avoir suivi jusque-là. On se retrouve le mois prochain avec un épisode mystère, encore une fois, parce qu'on n'a pas encore déterminé trop ce qu'on va faire. Et donc, on vous donne rendez-vous. Régnier. Rendez-vous. On vous donne rendez-vous sur Instagram et plus si affinité, je sais pas comment ça va se passer. Répondez de la bonne parole, on a besoin de vous. Si vous avez des commentaires, ils sont bienvenus. Sinon, d'ici là, portez-vous bien et bon appétit. Bon appétit à tous. Ah, ça va être le running gag, ça. Je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais je suis avec vous de tout cœur, et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps. J'ai plus faim, c'était très bon.